Bonjour à tous et bienvenue évidemment sur cette nouvelle interview de Art TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personne qui a un parcours étonnant et je vous propose bien entendu, si ce n'est déjà fait, de vous abonner à cette chaîne, de me rejoindre également sur le groupe Facebook où nous avons l'occasion de discuter et puis où je vous affiche les nouvelles activités ou les nouvelles interviews qui vont arriver. Vous pouvez aussi aller voir sur mon site sandrinedupuis.fr les activités créatives en lien avec la non-dualité que je vous propose régulièrement. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir une femme qui se nomme Nathalie Berger. Bonjour Nathalie. Bonjour Sandrine. C'est une joie de te recevoir et d'écouter ton parcours assez étonnant puisque tu as eu une reconversion professionnelle tout de même assez grande. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Je suis pas sûre que l'heure d'émission sera suffisante. Oui, il y a eu beaucoup de rebondissements en effet sur mon parcours. J'ai un point de départ dans les métiers du droit puisque j'ai passé le diplôme d'avocat. Et au bout de 3 ans de cette activité, mes idéaux se sont fracassés, on va dire, aux réalités du métier. Et j'ai commencé à faire mon premier enfant, et c'est important parce que je pense qu'avant de créer comme je crée aujourd'hui, j'ai procréé. Et donc à ce moment-là, je suis rentrée dans l'enseignement, mais toujours dans les disciplines du droit en fait. Je suis rentrée en enseignement par le biais des formations en alternance, de la formation professionnelle, jusqu'à ce que je finisse dans l'éducation nationale, dans les filières techniques. Et ce parcours, c'est important de le préciser parce que en fait, j'ai toujours rencontré des publics en difficulté et des jeunes en difficulté. Et quand j'ai fini dans l'éducation nationale, en fait, la machine, elle m'a, moi, broyée. Et j'ai vu d'innombrables enfants broyés par la machine aussi également. Et je me suis rendu compte que plus que d'enseigner une matière, j'enseignais de l'humain, j'enseignais de la confiance en soi, j'enseignais ça. Et il y avait un gouffre finalement entre là où j'allais et ce que je faisais. Je me suis épuisée, j'ai eu 3 enfants mais tout ça. Je me suis épuisée, je suis arrivée à un épuisement professionnel et à ce moment-là, j'ai été accompagnée d'une psychologue qui m'a demandé, je faisais aussi 50 choses à la fois, de ne faire plus qu'une chose. Donc je me suis retrouvée au régime d'activité. Et ce régime d'activité où je me suis nourrie de bouillon, ça a été très très compliqué pour moi parce qu'en fait j'avais l'impression de... Je festoyais d'activité tous les jours et il me restait du bouillon de pot-au-feu par jour et mes mains ont commencé à picoter, à pétiller et les vieux souvenirs de je veux dessiner, je veux peindre, qui était mon enfance en fait, sont remontés. Et à ce moment-là, j'ai eu une fenêtre, je travaillais pour l'éducation nationale en contractuel et j'ai pas eu de poste. Au 31 août, j'avais pas mon poste et j'ai dit j'arrête. Je me souviens, j'étais dans l'allée de ma maison et j'ai dit j'arrête. Je suis rentrée à la maison, j'ai regardé mon mari, mes enfants, j'ai dit stop, c'est fini pour moi, c'est la fenêtre. Chloé, ma grande partie, enfin c'était le moment, financièrement tout c'était le moment. Et l'année qui a suivi, je suis entrée dans des ateliers d'artistes en art plastique, en céramique et en calligraphie. Et j'ai commencé par me nourrir moi, retrouver mon artiste. J'ai rencontré les blocages, mais des blocages très profonds parce que quand on fait 20 ans du droit, du jour au lendemain, se dire je suis artiste, je peins. Non, ça va, en tout cas pour moi, ça s'est pas passé comme ça. On m'a orientée vers d'autres artistes, j'ai fait de magnifiques rencontres. Et puis j'ai terminé chez Mustapha Rayat aussi, qui lui est spécialisé dans le déblocage du processus créatif. Et là, en fait, ça s'est vraiment ouvert, ma créativité, ma création. Et derrière, j'ai fini par faire le lien avec ma vie d'avant, parce que je suis enseignante dans l'âme. Je transmets. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, je retourne dans les collèges, je retourne dans les lycées, mais aussi les maisons de retraite et d'autres endroits, mais dans les institutions. Et là, grâce à la création, à l'énergie de la création, j'accompagne et je construis l'humain dans la peinture et les couleurs, en fait. Et puis l'argile aussi, également. Alors, à t'écouter, tu as fait vraiment de multiples activités artistiques. Et qu'est-ce qui te plaît le plus ? La céramique, la calligraphie, la peinture ?
Dans mon parcours de création, en fait, on va retrouver, et ça, ça a été c'est encore un sujet sensible et un peu difficile, se détacher déjà de l'image de l'artiste qui est ou peintre, ou de l'argiliste, ou céramique, ou... En fait, je suis au naturel multicasquette. Et donc, je trouve du plaisir et de la joie dans chacune de ces pratiques. Et ça va répondre à, comment je vais dire, une envie, une étincelle, un coup de cœur. Et je vais aller vers cette technique-là pour connaître sa vibration, voilà, il y a vraiment... J'ai tendance, en ce moment, je suis plus sur la peinture, mais le rapport à la terre est juste aussi extraordinaire, quoi. C'est vrai, j'établis vraiment un rapport avec... Et ça se lie parce que peindre, j'utilise les engobes en terre, donc c'est de la peinture, donc je peins sur la terre, je calligraphie. C'est vraiment une danse de toutes ces disciplines ensemble, quoi. Et tu dis que tu accompagnes beaucoup de personnes, finalement, de tout âge. Est-ce que c'était important pour toi de faire ce travail sur toi-même avant de pouvoir accompagner les autres? Alors, dans ma posture d'accompagnement, il est absolument nécessaire que je sois déjà passée sur le chemin. C'est-à-dire que j'accompagne les ateliers que je propose, les exercices que je vais proposer, les chemins que je vais proposer. J'ouvre une porte, mais la porte que je vais permettre d'ouvrir, c'est une porte que j'ai ouverte chez moi d'abord. Et c'est un travail qui a d'abord été fait chez moi. J'ai déjà fait ce chemin et j'ai entamé le chemin. Et je travaillais récemment dans une formation et j'étais avec un breakdancer qui expliquait qu'en fait, quand on enseigne la danse, on est d'abord devant parce que je sais, puis on est sur le côté parce qu'on accompagne, puis ensuite on est derrière parce qu'on regarde les danseurs se mettre en scène et la posture est la même en fait. C'est vraiment, mais oui, le travail préalable fait par moi-même est important. C'est ce qui nourrit en fait toute ma démarche. Et tu m'as dit aussi que tu t'occupais finalement d'enfants abîmés. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai des enfants, on va dire atypiques, hein, on a eu assez rapidement avec le numéro 3 des difficultés à l'école, qu'on a suivi des parcours compliqués qu'ont suivi beaucoup de parents, on va dire. Et quand mon troisième a été diagnostiqué, on nous a dit, vous verrez, en général, quand il y en a un dans la fratrie, il y en a 3, parce qu'on est sur des atypismes de type neuroatypie, TDAH, et ces neuroatypies-là. Et le fait est que la deuxième est en surdouance avec de l'anorexie. Même si on en est sorti aujourd'hui, pendant 1 an et demi, elle a vraiment été en énorme crise anorexique et une énorme suspicion d'autisme Asperger. Du coup, les neuroatypies des enfants, en général, il faut montrer l'arbre généalogique. Donc, je crois pas vraiment dans les hasards de la vie, mais souvent les enfants qui se retrouvent chez moi sont des enfants qui ont ces profils-là. Des enfants avec des neuroatypies, des enfants avec des retards de développement. Là, dernièrement, j'ai une maman qui est malade, qui vraisemblablement c'est un cancer très difficilement soignable, qui m'a contactée pour qu'on prépare l'enfant à la séparation. En fait. Donc, c'est des accompagnements qui se font à travers des ateliers de création, où j'essaye d'offrir un espace où l'âme agit en 2 mots, nous permet, pour tout ce qui va être les cas de neuroatypie ou de choses comme ça, en fait, je repère, j'ai beaucoup de repérage de quels vont être les troubles de comportement qui peuvent y être associés, les mécanismes de défense comportementaux, émotionnels qui sont mis en place. Et puis avec tous ces repérages-là, moi, soit j'ai des outils, soit je travaille avec tout un tas de spécialistes, et puis on oriente, et puis les parents, après, ils ont leur choix aussi. Et puis l'enfant, surtout, de se fabriquer sa propre... c'est ça l'idée, que l'enfant se fabrique sa propre boîte à outils pour se connaître, se comprendre, et puis savoir aussi que il n'est pas tout seul. Qu'en lui, il y a une force qui peut l'aider à trouver son chemin. Et tout ça, ça se fait grâce à la création, en fait. Parce que le chemin de création, c'est le même chemin. C'est le chemin qui nous emmène à ce soi qui sait ce dont on a besoin.
Alors, tu as dit que tu t'étais occupée finalement d'enfants en difficulté en tant qu'avocate. Tu as exercé aussi en tant que professeur et tu as rencontré des enfants qui avaient des soucis. Maintenant, tu t'occupes complètement aussi d'enfants avec des problèmes. Est-ce que tu as l'impression que l'art-thérapie est une meilleure réponse que celle d'une avocate? Ouh. Oui, oui, dans le sens où c'est une réponse humaine. C'est une réponse humaine et qu'en tout cas, moi, j'ai quand même que 3 ans d'expérience. Le métier d'avocat, par l'expérience par laquelle je suis passée, et certainement que des avocats n'ont pas eu cette expérience-là, et heureusement. Moi, par là où je suis passée, c'était un système, un énorme système, et moi, je me connaissais pas non plus, je connaissais pas mon hypersensibilité, je ne savais pas qui j'étais à ce moment-là, on est tout jeune. C'est des réponses institutionnelles. Là, il s'agit vraiment d'un travail humain et de travailler dans l'humain. Je peux pas dire qu'il n'y a pas de cadre, mais le cadre qu'il y a, c'est un cadre rond, voire un cadre, mais il n'y a pas ce cadre, voilà. C'est incomparable, en fait. Mais les deux sont sans doute parfois nécessaires. Les deux sont nécessaires. J'ai vu des choses aussi difficiles dans l'un que dans l'autre. J'ai vu voilà, l'un comme l'autre, c'est quand même très compliqué d'apporter des réponses. Mais j'ai vu beaucoup plus de bonheur et de choses avec l'art-thérapie. C'est une autre dimension, en fait. Est-ce que tu penses que cette dimension a été alimentée par ton précédent métier? Non. Ah non? Non, dans mon précédent métier, j'étais, si je comprends bien ta question, mon précédent métier, j'étais dans les rails. J'étais dans les cases qu'il fallait cocher, j'étais dans la matrice, en fait. Et même si oui, j'ai un côté très humain, enfin, je sais pas oui, j'ai un côté très humain, j'ai un humanisme qui est là, mais je pense que justement, voilà, je pense que le meilleur exemple que je peux donner, c'est le jour où j'ai arrêté d'être avocat, j'ai rencontré mon mari et très rapidement, on s'est mariés, on a eu un enfant. Donc, j'ai fait que 3 ans de métier d'avocat et il m'a dit, ouah, je te retrouve. Donc, en 3 ans de temps où j'ai commencé à être avocat et où celui j'ai quitté, j'étais devenue grise, en fait. J'étais vraiment devenue grise. Je perdais mon humanité, ouais. Donc, en tout cas, tel que moi, je l'ai vécu. Et comment ta pratique, elle peut permettre à un enfant d'exprimer ce que les mots n'arrivent pas à dire? Alors, il y a déjà le fait d'ouvrir un espace qui va être un espace où je leur dis toujours, ici, il n'y a pas de je peux, de je ne peux pas. Ici, vous pouvez tout. Moi, je suis là en servante de ce lieu. Je suis là quand je sens du danger pour toi, quand je sens du danger pour l'espace, quand je sens du danger pour ce qu'on doit faire ensemble. Mais ici, tu peux tout. C'est la première chose. Et alors, le tu peux tout chez les enfants, pour moi, ça paraissait évident. Et ben, ça l'est plus. En tout cas, ce que je crois, ça l'est pas. Je m'insurge contre les albums à colorier avec les 3 mm d'épaisseur un petit peu rebondis pour pas dépasser. En fait, je pense que ça fait beaucoup de mal à nos enfants. Et ils sont dans un espace où le pinceau, on le lance comme un jeu de fléchettes, où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait. Alors, c'est pas facile non plus dans ma posture, parce que par moments, je me dis, waouh, quoi. Jusqu'à quel point les laisser. Mais en fait, à un moment donné, on trouve une vibration l'un et l'autre. Il y a comme une danse qui se met en place. Et puis des symboles arrivent dans leurs dessins et les histoires et les mots viennent, en fait. À ce moment-là, ça se met à parler. Et puis moi, je parle avec eux. J'ai des choses, ils ont un mot et ça vient déclencher chez moi des idées, des outils, des choses. Et puis voilà, l'échange se fait. Puis souvent, quelques séances plus tard, c'est même eux qui savent me remettre en place. C'est moi qui vais avoir un moment de tension et c'est eux qui vont le voir et qui vont me dire
Mais tu m'as pas dit que. Ah, voilà, quoi. Je vais rebondir sur un mot que tu as dit. Tu as dit il y a des symboles qui apparaissent. Est-ce que il y a justement des formes récurrentes qui reviennent dans les travaux de tout le monde? Alors, il y a toute cette phase où aussi il faut l'accepter, des traces en fait, le carré, le cercle, le rond, le collage. Oui, ils passent tous par les mêmes phases. Parfois aussi, ils ont une énorme régression. Il va y avoir des moments où ils ont des super dessins, puis paf, on repart en régression au grabouillage. Mais oui, les animaux très souvent. Ça va même être les animaux et certaines fleurs, des plantes, mais très souvent, ouais, ça revient dans leur dessin. Alors après, moi, je les guide, hein, je travaille avec les symboles. Je travaille avec les symboles et les symbolismes. Je travaille avec la pareidolie, en fait. L'idée, c'est d'utiliser des outils qui vont couper le mental pour nous mettre vraiment en lien avec le corps. Donc, c'est le corps qui va faire. Je vais utiliser la rapidité, je vais utiliser des outils complètement typiques, le pinceau à l'envers ou comme on s'y attend pas. Et donc, le cerveau, il est complètement perturbé. Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, la porte de l'inconscient s'ouvre, la porte de l'énergie créative, en fait, va s'ouvrir. Et il se passe plein de choses sur le support. Et c'est un peu comme les nuages où quand on est dans la forêt, qu'on regarde un tronc et qu'on voit, on se met à voir une forme. Un nuage crocodile, un tronc en forme d'animal. Et souvent, à un moment donné, je les invite à ce travail-là. Et ils voient apparaître des symboles dans leur dessin. Et à partir du moment où on voit ces symboles, et ben, on vient travailler avec. Et le symbole en lui-même, il peut évoluer. On peut commencer à dessiner une tortue. Et puis la tortue, à la fin, va devenir énorme fleur. C'est vraiment un travail... pour aller chercher en soi. Il y a une symbolique particulière avec les animaux? Moi, je travaille avec beaucoup de ça, avec les symboliques chamaniques. J'ai des manuels aussi sur tout ce qui est symbole, mais en général, 95% des cas. Donc on a les symboles, mais on a aussi les archétypes. Donc les archétypes, ça va être des personnages puissants, les fées, les Athéna, enfin chez les enfants, les super-héros, etc. Et donc en fonction de si on est sur un symbole ou de si on est sur un archétype, un symbole, souvent il va être accompagné d'un message. Les animaux, je vais avoir recours aux animaux totems, ce genre de choses, ou la façon dont vit l'animal, par exemple la méduse. Dernièrement, j'ai un loulou qui m'a fait une belle méduse. Et en fait, la méduse, c'est on suit le courant. Et donc après, on travaille la méduse. La méduse, elle suit le courant, elle résiste pas, elle sait pas forcément où elle va. Et en fait, quand j'en ai discuté avec la maman après, elle me disait, mais en ce moment, on n'arrête pas de lui dire, résiste pas. Donc ça correspondait complètement. Et c'est une autre façon, du coup, puis l'enfant l'a fait venir de lui-même. Et puis sur les archétypes, eh bien souvent, ça va être des forces. Si on sort... l'archétype, tel ou tel archétype, il y a la force de la sagesse, il y a la force ça dépend de ce que je retrouve en fait. Alors, on va l'avoir aussi chez le lion. Le lion, il est persévérant, par exemple. Donc, on est là, on discute, puis on dit, le lion, il va sortir 100 fois et 80 fois, il va louper sa proie. Okay. Dans ces cas-là, les enfants, ils repartent avec une force en fait. Justement, j'allais te demander quel effet ça avait sur eux, justement, ces pratiques. Et ma deuxième question liée à celle-là, c'est combien de séances on fait quand on est un enfant et qu'on se lance dans un atelier d'art-thérapie? J'ai plusieurs endroits, plusieurs expériences. Alors, je travaille sur les classes relais. Les classes relais, c'est des dispositifs d'enfants en déscolarisation. Et là, je travaille avec une équipe et en fait, on travaille sur 5 séances. Et sur les 5 séances d'1h30 à 2h, il y a des résultats en termes de connaissance de soi. Alors, c'est des enfants en collège. En termes de connaissance de soi, de fonctionnement et de mise en lumière, en fait, y compris de dysfonctionnement. Donc là, il y a vraiment 5 séances, on a de bons effets. Et ils repartent avec une connaissance d'eux-mêmes, en fait, et j'ai toujours envie de dire, ils sont plus droits. Il y a quelque chose de l'ordre du je me redresse et j'ai les épaules de force, en fait, et d'estime de soi, confiance en soi.
J'ai des ateliers d'expression que je fais les mercredis matins. Là, moi, j'ai des enfants, ils viennent les mercredis, ça fait 3 ans. Et je les vois évoluer dans leur... J'avais un loulou, là, dernièrement, il parle quasiment pas. On a toujours un petit cercle de parole et il parle pas. Et ben là, la dernière fois, il a dansé en peignant. Donc, c'est le genre d'effet qu'on peut avoir. J'ai une demoiselle, ses dessins étaient pas de structure, vraiment extrêmement chaotique, c'était très compliqué. Aujourd'hui, ses dessins sont très structurés et ça se retrouve dans le quotidien au dire des parents. Sur les rencontres individuelles, j'ai une poupette que j'ai depuis longtemps aussi, puis qui s'est cassé le bras, il s'est passé tout plein de choses. Et en fait, il y avait un déséquilibre. Et ce travail, on l'a travaillé en individuel en 2 séances. Et la maman m'a dit non, mais ça se sent, ok, elle a retrouvé son or. Et elle vient après sur les autres ateliers, quoi. Je fais pas de séance, c'est vraiment au feeling, c'est un ressenti entre moi et l'enfant. Ce sont les parents qui ont cette démarche de les inscrire dans des ateliers, parce que comment un parent peut avoir connaissance de ce que l'art-thérapie va amener à leur enfant? Moi, il me semble que c'est pas si clair que ça dans la tête. C'est oui. Difficile. Oui. Ça c'est même la faiblesse de mon activité. Pour être claire, mon activité, elle est du bouche à oreille. C'est très difficile de communiquer dessus parce qu'il y a tant à dire. C'est vraiment, c'est pas simple pour moi. Mais là, tu as l'occasion. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je me suis dit. Ça va être l'occasion d'un tremplin pour peut-être organiser des conférences dans des associations pour pouvoir faire savoir. Je me suis entre guillemets battue parce que j'ai ouvert un atelier d'expression et j'ai eu des parents qui venaient pour du loisir créatif et les enfants étaient là pour du loisir créatif. Donc ça a été difficile pour moi dans le sens où j'avais une forme de déception. Enfin, de déception, c'est compliqué. C'est pas le mot exact, mais de frustration. Parce que les parents venaient pour alors il a fait quoi aujourd'hui, quel est le résultat, et ça a été un enseignement des parents et des enfants pendant 2 ans, et puis au bout d'un moment le bouche à oreille s'est fait, les parents qui n'ont pas du tout trouvé, et c'est normal, d'écho et qui voulaient vraiment du loisir créatif pour leurs enfants ont quitté l'atelier, mais m'envoient des parents dont les enfants ont des problématiques. Parfois, j'ai soulevé des problématiques chez des enfants que les parents n'étaient pas du tout prêts à entendre parce qu'ils n'étaient pas venus pour ça. Et où j'ai vu les enfants partir, ça c'est douloureux. Voilà comment. Et puis, comme je travaille, je forme les éducateurs jeunes enfants et les éducateurs spécialisés à l'Institut régional des travailleurs sociaux. Par ce biais-là aussi, je parle de mon activité, puis eux traversent les ateliers, donc ils envoient les effets. D'accord. Et justement, si on en arrivait alors à définir vraiment ce que c'est que l'art-thérapie, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Moi, j'ai un coup de cœur pour la définition étymologique du mot thérapeute en tant qu'accoucheur d'âme. Pour moi, en tout cas tel que moi je le pratique, j'ai du mal à parler d'art-thérapie, c'est pour ça que je parle d'atelier d'expression. Je le pratique vraiment comme un accompagnement de chacun vers son âme, son essence la plus fine possible, la sienne, et vers sa force aussi, parce que c'est une force, et du coup c'est un chemin à faire à l'intérieur de soi pour se rencontrer et rencontrer ses forces, ses faiblesses et pouvoir ensuite être. Est-ce que tu dirais que c'est une démarche qui va au-delà de l'aspect émotionnel pour vraiment toucher à notre essence la plus profonde? Ça va au-delà de l'aspect émotionnel, tout à fait. En fait, mon activité, elle est double, c'est-à-dire que j'entre par la porte de l'émotionnel et du fonctionnement comportemental. Parfois c'est dit et c'est posé parce que les parents, si on reste qu'avec les parents, mais j'ai aussi des adultes, sont ouverts et c'est dit et c'est posé. On va travailler avec l'essence divine, avec l'essence l'essence de la création avec un grand C, parce que c'est cette création-là que je travaille, et je travaille avec ces éléments et ces règnes en plus. Parfois, c'est pas posé, mais je sais que le travail est fait. Moi, je sais que ce travail, mon travail, c'est celui-là, en fait. De venir souffler sur
sur cette énergie-là à l'intérieur de soi, ouais. Et donc tu travailles avec des enfants, mais tu as dit aussi que tu travaillais avec des personnes âgées. Oui, tout à fait. Et c'est là où je l'ai vu. C'est là où... Alors, j'ai pas énormément d'expérience, mais j'en ai quand même. Je fais des maisons de retraite. Je fais 1 ou 2 maisons de retraite par an, quand même, en co-animation avec ma sœur d'âme, j'ai envie de dire, en création. Et là, en maison de retraite, c'est là où je l'ai vu, où après 3 séances, les corps ne sont plus, les corps ne répondent plus, mais on la sent. On sent l'énergie de vie, mais j'ai pas de mots en fait. J'en ai encore la chair de poule quand j'en parle à chaque fois, quoi. La vie, elle est là, et elle est forte. C'est ça qui est impressionnant. Elle est forte, alors que le corps est délabré, la tête est plus là, mais ça va être un regard, ça va être un bisou posé sur un bras d'un coup d'un seul qui sort, on ne sait pas où. C'est très impressionnant. Et qu'est-ce que tu vois le plus se révéler justement parmi toutes les personnes qui pratiquent? La lumière et l'amour. Sincèrement, c'est ça. La lumière, l'amour. C'est la joie. C'est vraiment la lumière, l'amour, la joie. Ouais. La légèreté. C'est vraiment ce que je ressens à chaque fois. Donc c'est joyeux, c'est libre. Est-ce qu'il y a parfois le problème du je ne suis pas capable ou la peur de mal faire? Oh, tout de suite, moi la première. tout de suite, je sais pas, je peux pas, ça va pas être beau, bien sûr. De toute façon, c'est le chemin obligatoire. Et qu'est-ce que tu proposes alors pour contrer cela? Beaucoup d'humour et puis ces fameux outils en fait. Alors moi je travaille, ma méthode c'est celle du chaos. Du chaos à la création, c'est souvent comme ça que j'appelle mes ateliers. C'est-à-dire qu'on va vraiment, si on va travailler en peinture, on va poser la peinture de façon extrêmement chaotique, sans aucune réflexion, sauf le départ des couleurs. Parce que pour moi, les couleurs sont aussi très importantes. Donc on va d'abord travailler les couleurs, fabriquer ces couleurs. Parce que fabriquer une couleur, c'est fabriquer sa vibration. Donc ils fabriquent leurs couleurs. Donc déjà, ça amène les choses autrement. Et puis, on va venir poser les couleurs de façon anarchique sur un support. Et on va venir ensuite tout doucement apporter une structure. Et j'utilise... après, entre guillemets, je suis une tricheuse. Hein. Si à un moment donné, moi, je me souviens de tableau que j'ai pu faire, je ne sais pas dessiner les visages, j'y arrive pas. Un visage, ça se découpe dans un magazine, ça se colle. Là, je vais m'inspirer de l'art brut, en fait, de toutes les techniques d'art brut. Ça se coupe d'un magazine, ça se colle, on vient peindre dessus, on vient travailler dessus, et à la fin, on a créé. Hein. Oui, c'est joli ce que tu dis. Hein. Quand on mélange la couleur, on crée sa vibration. Ouais. Parlons un petit peu de la couleur, justement. Alors, ça aussi, c'est les écoles parmi les architectrices chez qui j'ai travaillé. Je travaille avec les primaires, uniquement les couleurs primaires. Et le mélange des couleurs. Peut-être rappeler, c'est quoi les couleurs primaires? Alors, les 3 couleurs primaires que sont le rouge magenta, le bleu et le jaune, en fait. C'est les trois couleurs de base. Il y a le blanc, le noir qui viendront apporter les nuances. Et on va créer nos couleurs alors, par le biais des mélanges, et on apprend au fur et à mesure que c'est de la cuisine. Qu'au départ, on n'en mélange que 2, puis ensuite, on commence à en mélanger 3, des fois un peu plus avec des toutes petites doses, et on crée sa couleur. Et surtout, le travail est très intéressant parce que il y a ma tête qui veut une couleur, mais il y a mes mains qui vont en faire une autre. Et ça, déjà, c'est la première étape. Comment je fais pour accepter la couleur que ma main fait? Et là, je vois déjà les gens avec qui ça va être un peu compliqué, parce que quand on a une couleur en tête et qu'ils ne lâchent pas, et qu'ils ne se mettent pas en mouvement tant que la couleur n'est pas celle qu'ils ont dans la tête, là déjà on voit quelle est l'emprise du conditionnement que les gens ont sur eux, en fait. Et donc, il y a ce travail-là. Et ensuite, il y a la nuance des blancs et noirs, et c'est aussi super intéressant parce que moi, tel qu'on me l'a appris, les couleurs pures, c'est le zénith, c'est un état. Les couleurs avec les nuances de blanc, c'est l'aube, c'est un état, un début de cycle, une renaissance, une maturité. Et le crépuscule avec la pointe de noir, c'est un autre état. Et ça, j'ai très, 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 très souvent constaté parmi les gens que j'accompagne, en fait. Qui vont avoir, ça peut être d'ailleurs très surprenant, qui vont être très peps, mais leurs tableaux sont extrêmement sombres.
Et ça les choque, en fait. Ça les dérange que le tableau soit sombre. Parce ils notent, en fait, le désaccord entre... Ils voient ce qu'ils ressentent. Ils le savent. Parce que souvent, enfin, en tout cas, sur ces gens-là, il y a un côté peps qui vient masquer. Et ça se vérifie, ouais. Donc, tu dirais que le résultat, alors, est un témoin vraiment de l'état intérieur. Ah oui. Et qui dépasse le mental. Ouais, c'est une photo d'un instant T. Un artiste chez qui j'ai travaillé m'a dit, en fait, c'est la couleur de notre âme. C'est ça, oui. C'est vraiment la couleur de l'âme à ce moment-là. Bien, alors, on vient de parler de couleurs, de vibrations. Et ton inspiration à toi, où est-ce que tu vas la chercher? Alors, en fait, vraiment, j'ai une pratique qui est extrêmement liée à la vibration de la création et de la nature et de ce qui nous entoure. Et je vais prendre multitude de photos, de détails, de toiles d'araignée, de gouttes d'eau sur une fleur, et non pas pour reproduire cette photo sur un dessin, mais en fait, j'ai la sensation de capter un moment. Et souvent, quand je fais un tableau, ça peut être des années après, je vais avoir un élément, une fleur, et je vais penser à cette photo à ce moment-là. Et du coup, c'est cette vibration, en fait. La fleur que je vais créer, elle va porter ce sentiment que j'ai eu à ce moment où j'ai pris la photo. Et ça, c'est vraiment le lien direct avec la création, quoi. Oui, ça reste toujours une question de vibration, finalement. Ah ouais, c'est vraiment... D'ailleurs, mes tableaux sont souvent partent d'une peinture vibratoire. Il peut y avoir du figuratif, il y a du figuratif, mais il y a quand même il y a beaucoup de vibratoire. Et donc, c'est plein de surprises, tout ça. Ouais. Et tu aimes les surprises? Ah, j'adore. J'adore. Je t'en ferai une alors. Tu vas devoir choisir un chiffre entre 1 et 10 et je vais te partager une citation pour avoir ton opinion là-dessus. Ok, écoute, ce sera la numéro 8. La numéro 8. Alors, voici la numéro 8. C'est William James, qui est un psychologue, un philosophe en Amérique, et il dit « L'art d'être sage, c'est l'art de savoir quoi laisser tomber. » Mon Dieu, qu'elle me va bien celle-là. Moi et mes multiples projets. Ouais, c'est le renoncement. Et le renoncement, je crois que c'est ce que j'ai appris en création. Cette phase du tableau, de la sculpture, où à un moment donné, ou ce que je disais avec la couleur tout à l'heure, où il faut renoncer. Renoncer, c'est ouvrir la porte au possible. En tout cas, c'est vraiment comme ça que moi je le vois. Et c'est possible, et cette destination justement à laquelle on s'attend pas, c'est parce qu'on renonce qu'on va pouvoir y accéder, en fait. Et c'est facile ça pour les personnes qui participent aux ateliers? Non, c'est pas... Je pense que ça fait partie justement, moi, de mon curseur, de voir où en sont les gens. Il y a des gens pour qui j'y arrive pas, hein. J'ai des gens, ça fait 2 ans qu'ils sont là, ça fait 2 ans qu'ils sont... Mais et je me le dis toujours, hein, parce que je suis quelqu'un qui pousse en plus, hein. Ils le savent, j'ai de l'humour, mais je pousse, hein. Et des fois, je me dis, mais c'est pas possible qu'ils rappellent, ils reprennent, ils reviennent, en fait. Et je me dis, mais j'ai peur, hein, de pas d'aller trop loin, parce que je sais m'arrêter, mais ils ont beaucoup de courage, en fait. Ils ont beaucoup de courage. Pour eux, hein. Oui, et toi, est-ce qu'il y a une expérience justement qui a été marquante pour toi-même et aussi parmi les personnes que tu accompagnes? C'est peut-être en lien avec ce renoncement. Mon expérience la plus marquante, c'est quand je suis partie faire mon stage sur le déblocage du processus créatif, auquel je me suis formée après. Je me souviens avoir compris que la création permettait de rendre visible l'invisible. Il était 2h du matin et je continuais de peindre. Et en fait, tout l'atelier vibrait. Il y avait de la vibration. Je crois que c'est la première fois où j'ai compris qu'il s'agissait d'autre chose et d'une vibration.
Et pas forcément agréable. Hein. J'ai fini recroquevillée à un moment donné, mais c'est ce qui a... Et j'ai renoncé et j'ai lâché. Et mon énergie créatrice a circulé à partir de ce moment-là. Et ce tableau-là, j'ai mis longtemps avant de pouvoir le regarder. Et parmi les gens que j'accompagne, une expérience... l'année dernière, on a guidé des gens sur une fresque participative dans un hôpital. Pas les patients, mais les médecins et les infirmières dans le cadre de la semaine bien-être au travail. Et il y a 40 personnes qui sont passées sur cette fresque avec cette technique dont je disais. D'abord les peintures qui sont posées de façon totalement anarchique, puis en faisant passer les gens, en échangeant sur ce qu'ils voulaient sentir, ce que c'était pour eux la santé au travail, etc. Et on a peint une fresque, enfin ils ont peint une fresque, 40 personnes sont passées sur cette fresque elle s'est peinte toute seule, j'ai presque envie de dire. Ça, c'était très émouvant. Et on avait des patients c'était un service de rééducation, donc qui venaient tous les jours. Et un monsieur qui s'était assis qui a dit quand on regarde l'art, ça guérit. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, en fait. Oui, c'était un beau cadeau pour toi en tant que thérapeute, ça, bien sûr. Ouais, c'était vraiment très, très beau. Ouais. Et donc, tu travailles aussi avec des personnes, l'âge entre les deux, on va dire. Oui, alors j'ai beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents, mais je suis pas en maison de retraite, mais je travaille aussi avec des adultes d'âge moyen. J'en ai pas énormément, tous les ans, j'ai 5-6 adultes avec qui je travaille. Puis tous les ans, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent, il y en a qui restent. Voilà. Et bon, en atelier créatif, on imagine bien comment ça se passe quand il y a un groupe, mais comment ça se passe une séance individuelle ? Sur les séances individuelles... Déjà, combien de temps ça dure ? Alors, les séances individuelles, quand je les cadre bien, on est sur 1h30, 2 heures. Ça va dépendre aussi de la fatigue de la personne avec qui je travaille. Il y a d'abord un petit temps d'échange, une petite discussion entre la personne et moi, et j'ai des mots qui vont venir, qui vont m'arrêter. Et ensuite, avec ces mots-là, je sais qu'on va être dans l'énergie de ce mot, en fait. On va être dans l'énergie, voilà. Et à partir de là, on va sur cette méthode qui est du mandala créatif, qui est du déblocage de processus créatifs, mais tout simplement qui est de la connexion de son être créateur. Et on va rentrer dans ce processus-là. Et je guide toujours avec les symboles et les pareidolis sur la réalisation de ce tableau. Et à la fin, alors ça peut être en 1, 2, 3 séances, ça dépend de la personne, ça dépend de la vitesse à laquelle elle va, ça dépend de ses envies, ça dépend. Des fois, on arrête ce mandala et on entame un autre exercice parce qu'on sent qu'il y a besoin de nettoyer, que c'est bloqué. Enfin, on va faire du jeu, des choses comme ça. Et quand la création est terminée, et là, je les aide à établir un dialogue entre leur création et eux. Par le biais on va chercher les symboliques, on va travailler ensemble, on va faire et là pareil, souvent les mots ils coulent naturellement et puis des fois il y en a pas, des fois il y a pas de mots, mais les gens me rappellent en me disant ça s'est débloqué ma situation juste derrière. Et toi, là, pendant que la personne travaille, qu'elle dessine, tu interviens, tu restes à l'écart ou comment Alors ça se moi, c'est comme l'atelier de peinture enfant, je me positionne en servant, c'est-à-dire que je nettoie les pinceaux, puis j'hésite pas à venir un peu titiller en fait. Hein. Alors, un petit coup de pinceau, voilà. J'y vais un petit peu à la provocation. Je sens les gens. Il y a vraiment, je me mets en relation énergétiquement avec les gens. Et voilà, je vais avoir... parfois, j'ai une couleur. Hop, ça passe. Et je propose, ils savent. Voilà, vous savez, moi, j'ai pas, je mets, vous la voulez, vous la voulez, vous la voulez pas, vous la voulez pas. Voilà, il y a vraiment ce travail-là. Parfois, je sens les blocages, je sens que ça bloque là, et je me mets derrière, je respire et j'attends le pop. J'appelle ça le pop. Et souvent, à un moment donné, il y a un petit pop qui va arriver chez la personne et le geste va prendre sa place, ou inversement, la résistance est vraiment très fortement là et j'invite à aller faire autre chose.
pour en sortir. Enfin, c'est vraiment, j'allais dire un travail au feeling, mais oui. Et le fait que tu te mettes à respirer derrière la personne l'invite finalement à suivre le rythme que tu donnes, c'est ça? Ouais, ça l'invite à suivre le rythme, ça l'invite, j'invite au corps, j'invite sans arrêt à revenir au corps, descends dans tes pieds, je soulève, il n'y a pas un petit mal au ventre là, il n'y a pas quelque chose qui, ok, pose ta main, enfin voilà, j'invite vraiment à faire lien entre ce que je peins et ce que je suis, ce que je sens dans mon corps. Et à toutes les personnes qui sont en train de t'écouter là et qui hésiteraient à entreprendre ce genre de travail, comment tu pourrais peut-être les encourager ou en tout cas calmer les craintes par rapport à ça? C'est l'art de jouer. C'est vraiment l'art de jouer. C'est pouvoir travailler sur soi, avec soi et se rencontrer en jouant et de façon ludique. C'est renouer avec une part de nous dont on nous a très vite coupé et qui attend que ça, en fait, de trouver un espace pour vibrer. J'ai jamais connu de situation de danger. Et pourtant, j'ai eu une personne autiste en décompensation et ça a toujours fini par un câlin. Alors, je touche du bois, je dis pas que... Mais pour l'instant, jusqu'à présent, ça a toujours fini par un câlin, ça crée des liens. Enfin, même si moi, ça a pu m'arriver de me retrouver dépassée, bah, la réponse, le soutien, il est arrivé par un autre biais, en fait. C'est sécure, c'est vraiment, enfin en tout cas c'est vraiment sécure. Tel que moi je le vis, tel que les collègues avec qui je travaille le proposent, c'est sécure et c'est gai. C'est tellement gai, tellement coloré. Alors bien entendu, si vous avez envie de participer à un atelier de Nathalie, si vous avez envie de prendre un rendez-vous, tous les liens la concernant sont sous cette vidéo. Ne vous privez pas, allez voir à votre aise après cet entretien. Et Nathalie, j'ai encore une question pour toi. Si tu regardes un peu ta vie, celle avant cette art-thérapie et ce que tu es devenue aujourd'hui, quel regard as-tu sur toi-même? Je suis fière d'avoir osé. Ça c'est aujourd'hui c'est une fierté. Je l'ai fait. J'ai osé ouvrir la porte parce que je suis restée longtemps derrière une porte en sachant qu'il y avait quelque chose de l'autre côté. Et c'est du bonheur en fait. Ma vie d'avant, elle est pas grise et ma vie aujourd'hui n'est pas colorée. C'est pas ce que je veux dire. C'est juste que j'ai savouré ce qu'il y a eu avant, mais j'ai su m'entendre, j'ai su entendre cette voix à l'intérieur et dire ok, oser. L'audace, c'est oser. C'est vraiment. Et ça, je me remercie d'avoir osé. Ah, ça c'est cool, ça, se remercier soi-même. On ne le fait pas assez souvent. Oui, c'est vrai. Ah oui, belle invitation chez tout le monde, ça. Ouais, apprendre à se dire merci. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Écoute, puisqu'on est dans les merci, évidemment. Mais oui, merci parce que ton invitation est arrivée à un moment donné où alors j'ai beaucoup parlé, j'ai fait beaucoup de choses, mais je le dis pas forcément et je le montre pas forcément. Et c'est souvent du bouche à oreille, on va dire. Et j'avais envie de passer cette étape-là dans ma vie, de dire ok, maintenant on assume et on se fait voir et on se fait savoir. Et ben voilà, ce sera toi qui accompagnera mon passage de cette nouvelle porte que j'ouvre en fait. Ah, c'était un vrai plaisir de t'écouter, de tout ce beau partage que tu nous as fait. Je t'en remercie beaucoup. Je vous remercie tous d'avoir assisté à cette émission et je vous dis bien sûr à très bientôt pour la suivante.